sont là pour le débat et comme le disait Messizer dans Caïd, d'un retour au pays natal. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. À ma droite, Dr Béni Christ Kézé. Il nous vient bien sûr du Congo et il faut le dire comme ça, Kinshasa. Il est là ce matin. Dr Béni Christ, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steven Gross, bonjour à vos milieux de téléspectateurs. Une fois de plus, la joie est grande de participer à cette tribune ce matin. Et justement, à votre droite également, Dr Béni Christ, il s'appelle André Christelle Fanga, directeur de publication de la Dépêche du Midi, qui est également là ce matin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steven Gross, merci de m'avoir invité. Je salue déjà les copanélistes qui sont avec nous. Dr Béni Christ, que vous avez déjà eu la chance de présenter. Je crois que ce matin encore, de lundi, nous allons apporter notre contribution pour édifier les millions de téléspectateurs de DBS Matin que vous présentez avec brio. Et à ma gauche, Albert Anatoly, ici, le seul directeur de publication qui est la nôtre des 3A, directeur de publication du journal Le Cactus. Bonjour Albert Anatoly, ici, bon début de semaine et bienvenue à vous. Merci, bonjour Steve Jocelyn Goss, je salue mes copanélistes, ce que vous avez présenté déjà, ce que vous aurez le privilège de présenter tout à l'heure. Je salue les nombreux téléspectateurs de DBS TV et particulièrement de DBS Matin. Comme à mon habitude, mon coup de gueule ce matin, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital du district de Tergal-Nilon le 23 mars dernier? Qui du docteur Essomba, non, il est devenu professeur, qui du professeur Essomba, de santé publique et surtout épidémiologiste, qui du professeur Essomba, directeur de l'hôpital, ou de madame Nathalie Bandolo a raison? Dans une vidéo devenue désormais virale sur les réseaux sociaux, madame Bandolo nous révèle que c'est présenté le 23 mars dernier. Nous allons voir la vidéo dans un instant, ne vous inquiétez pas. C'est justement présenté à l'hôpital volontairement le 23 mars dernier, à l'effet d'être prise en charge parce qu'elle avait des soupçons d'être infectée par le Covid-19. Malheureusement, elle arrive là-bas, elle a dû attendre parce qu'elle était maltraitée. Elle estime que sa prise en charge n'a pas été adéquate et à laquelle il faut ajouter, n'est-ce pas, une sorte de stigmatisation. Faux auteur que M. Essomba, professeur Essomba, qui estime que non, tout le protocole relatif à la prise en charge de ce type de malade a été respecté. Mieux, il demande à cette dame de faire une autre vidéo pour demander ses excuses, non pas seulement au ministre de la Santé publique, mais à l'ensemble du personnel. Et à lui également, il faudrait bien également qu'il se filme avec elle. Sous réserve, faut par elle de faire cela, elle sera poursuivie par les instances juridictionnelles compétentes. En tout cas, on en reparle tout à l'heure. On en reparle bien sûr dans un instant. Albert Anatoly, ici, ne soyez pas pressés. Et justement, à votre gauche, il est là, Éric Pépin Bikaï, doctorant du côté de l'université. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de mes copanélistes que je retrouve encore ce matin. Surtout bonjour à vos téléspectateurs qui se comptent désormais par milliers parce que ce rendez-vous devient un régal pour la plupart de nos compatriotes d'ici et d'ailleurs. Messieurs, tout de suite et maintenant, que s'est-il passé le 23 mars dernier du côté de l'hôpital de district de Nilon-Tergal? Regardons cette vidéo, il faut le dire, postée par madame Nathalie Bandolo. C'était encore il y a quelques jours, il faut le dire, une vidéo devenue virale sur Internet. Bonjour à tous mes amis Facebook. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis déçu par le corps médical de l'hôpital Tergal. Le 23 mars, je me rends à l'hôpital Tergal parce que ça faisait 2 jours que j'étais malade. Et j'avais constaté que j'avais les symptômes du Covid-19. Je suis passé sur Google, sur Internet, je me suis d'abord bien renseigné sur la chose. Et comme ma mère travaille à l'hôpital Tergal, je me suis dit que bon, je vais m'y rendre pour voir s'il peut me faire un test ou bien voir s'il y a quelque chose ou rien. Quand j'arrive à l'hôpital Tergal, je vais d'abord au laboratoire parce que je me disais que ça se passe au laboratoire. Je leur demande s'ils font les tests du Covid-19. Ils me disent non et tout le monde commence à rire. Bon, je ressors du laboratoire. Comme je faisais beaucoup de fièvre, je me rends aux urgences. Je me suis dit, si je veux qu'on me prenne vite en charge, il faut que j'aille aux urgences. Et j'avais bien couvert mon visage parce que je me disais, mieux vaut ne pas exposer les gens parce que je ne sais pas encore si c'est ça ou pas.
J'arrive aux urgences. Ils me demandent ce que j'ai. Je commence à leur dire comment je me sens, les symptômes, la toux, la fièvre, les courbatures, la gorge sèche et le rhume. À peine je finis de parler, tout le monde s'enfuit. Ils m'ont laissé sous un lit là, peut-être pendant 1 heure de temps. Un autre médecin est venu me voir. Il m'a encore posé des questions. Je lui ai dit la même chose. Et je lui ai dit en passant, mon mari était aussi malade. Ça, seulement, mon mari a fait 4 jours de maladie, mais lui, et il faisait aussi les symptômes. Lui, ça allait déjà. 2 jours après mon mari, je suis tombé malade. Ils ont dit ok. Ils m'ont laissé là, ils ont ouvert les volets, ils ont commencé à verser l'eau de javel partout. Ils m'ont donné un autre masque approprié parce que je couvrais mon visage avec le pull. 1 heure de temps après, ils m'ont mis dans l'ambulance, m'amené à la Quintini. J'ai appelé ma mère pour dire à ma mère que on est en train de m'amener à la Quintini parce que je me disais que c'était à l'isolement. Quand on arrive à la Quintini, ils m'ont laissé dans l'ambulance encore, pendant plus d'1 heure encore. Je ne sais pas ce qu'ils ont discuté là-bas, ils sont revenus dans la voiture. Ils m'ont demandé, tu habites où? Je les ai dit là où j'habite. Ils m'ont porté dans l'ambulance, venus me déposer devant chez moi. Ils sont venus me déposer devant ma maison. Ils m'ont dit, va chez toi, on va venir te faire les tests après. J'ai dit à mon mari que mais je ne comprends pas le geste. Je les ai dit que j'ai un enfant à la maison. Et les voisins, ils me demandent de rentrer à la maison. C'est pour faire comment? Le médecin là m'avait prescrit, je pense, Fervex, avec 3 comprimés pour la toux. Je suis rentré à la maison. Quand je rentre à la maison, j'appelle ma mère au téléphone. Ma mère me fait une ordonnance. Je prends l'ordonnance, l'antipaludéen, pour la typhoïde, les antibiotiques. C'est comme ça que je me mets moi-même sur traitement. Je commence à me traiter moi-même à la maison. Grâce à Dieu, je peux dire que c'est grâce à Dieu parce que je n'ai jamais été aussi malade de toute ma vie. Grâce à Dieu, je suis en santé. Pendant que je suis sur traitement à l'hôpital de Tega, ils ont déjà enlevé ma mère au travail. Que ma mère a été en contact avec moi, que j'ai le Covid-19. Je dis à ma mère que donc, eux ils savent déjà que moi j'ai le Covid-19. Et ils me laissent rentrer à la maison, donc ça signifie qu'ils exposent et les voisins et les gens que j'ai rencontrés en route. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ce genre de choses, exposer les gens comme ça? J'ai touché, j'habite dans un immeuble, j'ai touché la poignée de la porte pour ouvrir, pour passer. Donc ils savaient que j'ai le Covid-19 et ils me laissent rentrer à la maison. Ils t'enlèvent au travail parce que j'ai le Covid-19. Ils savent que j'ai le Covid-19. Ils me laissent rentrer à la maison. Ma mère dit que c'est ce qu'on lui a dit. Qu'elle rentre à la maison parce que sa fille a le Covid-19. Aujourd'hui, presque 3 semaines après, ils m'appellent au téléphone pour que je vienne faire le test. Je les ai demandé que c'est le test de quoi? C'est le test de quoi? Quand j'étais malade, vous n'avez pas été foutu de m'aider. Maintenant que je vais bien, vous m'appelez pour me demander de venir faire les tests. C'est le test de quoi? Vous aviez retiré ma mère au travail parce que vous aviez dit que j'ai le Covid-19. Si vous savez que j'ai le Covid-19, c'est le test de quoi que vous venez encore me faire? S'il vous plaît, je suis vraiment remonté. Je suis franchement remonté. Comme j'ai refusé de faire le test, ils ont appelé ma mère, dit à ma mère qu'il faut que je vienne faire le test. Si c'est négatif, on la reprend au travail. Vous me dites-moi un peu. Merci en tout cas à Madame Nathalie Bandolo. Il faut préciser par ailleurs, messieurs, vous qui êtes sur ce plateau, qu'hier soir encore aux alentours de 20h30, nous avons appelé Madame Nathalie Bandolo. Elle nous a confirmé être à cette édition de DBS matin. Elle nous a confirmé être là au trop tard à 7h. Eh bien, nous l'attendions justement à 7h ce matin. Malheureusement, aux alentours de 22h hier, elle nous a appelé pour nous faire savoir qu'elle ne pourra pas être là parce qu'elle subit des menaces. Pourtant, il faut le dire d'ailleurs, j'étais avec certains de nos confrères d'ailleurs, ils peuvent témoigner de son appel de Madame Bandolo. Messieurs, votre réaction après cette, il faut le dire comme ça, hein, cette publication de Madame Bandolo, cette vidéo. Je commence par André Christelle Fanga. Alors, je crois que
L'hôpital de district de Tergal et son directeur général prouvent à la face du monde qu'ils ne sont plus au service des populations. Parce que M. Noël Essomba, professeur, épidémiologue, oui, et tout, ex-coordonnateur du Covid, professeur de santé publique, voilà, du Covid-19 dans le littoral, vient encore par un autre scandale de prouver que ils ne sont pas au service de la santé publique, ils sont au service des intérêts et des lobbies. Pourquoi? Parce que quand vous avez vu, on a traité le cas de l'hôpital de Lorbaba et qui était toujours derrière cette affaire, c'était monsieur Noël Essomba qui a voulu liquider un hôpital pour des intérêts. Et aujourd'hui qu'un cas de Covid-19 se signale dans son propre hôpital, mais il donne des instructions fermes parce qu'en réalité, il est pour la lutte contre, il est la réputation de son hôpital. Il ne veut pas perdre les clients ou bien, je ne sais pas si c'est les clients ou bien c'est parce qu'on oublie souvent en dehors que le malade c'est un client, c'est d'abord un être humain. C'est-à-dire qu'il a besoin d'accueil, de charité et de tout le reste, un peu d'humanisme. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une preuve encore que certains médecins ou bien certains aides-soignants, infirmiers et tout le reste n'ont pas encore pris la mesure de la chose. Parce que je pense que dans une république comme le Cameroun, nous devons déjà prendre des mesures assez importantes. Parce que quand quelqu'un se présente volontairement, je crois que ça devait être un cas même à apprécier. Parce que nous avons vu des Camerounais fondre dans la nature. L'autre allait mourir si ça bat. L'événement date du 23 mars dernier, il ne faut pas également l'oublier. Bien sûr. Donc nous pensons que quand même ça fait entre 2 ou 3 semaines aujourd'hui, 3 semaines à 4 semaines aujourd'hui. Donc, nous sommes le 13, oui. Presque un mois. Donc, vous comprenez que la situation est tellement grave. Parce que nous avons vu des Camerounais disparaître dans la nature et sachant qu'ils étaient malades. D'autres, je crois que le premier cas du Honkam, c'est il y a de cela quelques jours, quelqu'un qui a disparu, qui a fui un hôtel et qui allait justement, son cas allait aggraver au niveau de Banca. Et finalement, il s'est rendu à l'hôpital, mais c'était déjà trop tard. Donc, nous pensons aujourd'hui que ces comportements d'irresponsabilité, là, aujourd'hui, nous les avons décriés. Mais quand vous voyez une Camerounaise, quand même, qui sent que non, ici, les symptômes que j'ai ne sont pas normaux. Et quand on regarde, on qualifie les différents symptômes, ça correspond un peu à ce que la pandémie de l'heure est, se rendre à l'hôpital pour dire que je veux protéger les miens, je veux protéger mon entourage, je veux protéger mon environnement, et que le personnel soignant puisse refouler. Vraiment, c'est un peu criminel. Docteur Bénécris, votre réaction après avoir écouté Madame Nathalie Bandolo dans cette vidéo? Bon, déjà, il faut dire que la réaction peut aller amènerait les plus crédibles à péter les plombs parce que on est censé être en charge de la gestion du Covid-19 et lorsqu'un cas se présente avec des symptômes, vous le vacuez dans un autre centre. En plus, vous repartez la déposer à la maison sans pourtant procéder à des tests préalables pour attester pour confirmer ou pas si elle est atteinte de Covid-19. C'est un comportement contradictoire à la mission qui était la sienne, qui était de veiller, n'est-ce pas, à une bonne prise en charge des malades de Covid-19. En plus, ramener un cas qui n'est pas du tout, parce qu'on n'a pas procédé au test pour approuver qu'elle était atteinte, mais qui est supposé présenter les tests et qui a d'office un enfant, vouloir ramener à la maison représente un danger. D'abord pour son enfant, aussi pour son environnement. Ça, comment est-ce que les professionnels de santé peuvent expliquer ces comportements où on est censé être en charge, n'est-ce pas, d'une pandémie qui fait des ravages et vous prenez un cas suspect, vous le ramenez à la maison. Je pense qu'il faut interroger la déontologie de ceux qui sont en charge à la gestion même en charge de la gestion de cette pandémie et comment ils y sont arrivés et pourquoi poser ces actes qui sont de nature à exposer de la population tout entière au lieu de la protéger. Albert Anatola, ici, je vais me tourner vers vous. Jusqu'à preuve de contraire, les événements datent du 23 mars dernier, mais depuis, il faut le dire que ce week-end d'ailleurs, il faut le dire comme ça, eh bien, ces derniers temps-ci, cette vidéo, et sans oublier la vidéo du professeur Jean-Noël Essomba, sont virales d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Disons que, en attendant de regarder la vidéo du professeur Essomba, je voudrais faire un commentaire à chaud de la vidéo de l'élément qu'on vient de regarder. Il se dégage deux choses. La première, étant un journaliste d'investigation,
qui a un peu patrouillé dans le milieu médical, je constate deux choses. La première, c'est que le circuit du malade n'est pas clair du côté de l'hôpital du district de Tergal. Parce que, selon les cas, la dame nous fait comprendre qu'elle part de l'entrée pour le laboratoire pour les urgences. Ce n'est pas ça le circuit du malade dans un hôpital organisé. Dans un hôpital organisé, le circuit Elle a fait de son propre chef, hein, il faut préciser d'ailleurs. Non, elle ne doit pas faire. C'est pas de son propre chef. Parce que quand vous vous présentez dans un hôpital, vous cherchez à vous renseigner. Vous vous présentez devant un personnel médical, du moins un paramédical, qui est là pour vous accueillir, qui vous oriente, selon les cas. Après, on vous oriente où? C'est-à-dire, je reprends mon propos. À partir de l'entrée, vous avez l'accueil. Et l'accueil vous oriente vers la salle d'orientation, c'est-à-dire la prise des paramètres. Après la prise des paramètres, on vous oriente soit chez un généraliste, selon le cas, soit chez un médecin spécialiste. Le cas échéant, vous pouvez faire l'objet d'une observation, de la mise en observation ou bien d'une hospitalisation. Mais lorsque vous venez en urgence, votre circuit, c'est directement l'accueil et puis les urgences pour la prise en charge. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas la même chose qui a été. La dame nous fait comprendre que c'est le même, c'est pas le circuit là qu'elle a suivi. Le circuit qu'elle a suivi, c'est entrée, laboratoire, urgence. Où elle a mis beaucoup de temps, parce qu'il y a aussi le temps. Parce que lorsque vous êtes dans un... Parce qu'il nous souvient qu'en 2000, le gouvernement camerounais avait engagé un programme de réforme hospitalière qui impliquait 3 problématiques, au moins. La première, c'était l'humanisation des soins de santé et l'accès aux soins de santé pour tous. L'humanisation des soins de santé. Ça veut dire que lorsque vous arrivez à l'hôpital, quel que soit votre cas, vous êtes d'abord pris en charge. Deuxième chose, il fallait améliorer le plateau technique et capacité, c'est-à-dire la mise à niveau même du personnel de santé. C'était la troisième variante. La deuxième variante. La troisième variante, c'était la construction. C'est-à-dire des centres de santé et les équiper en personnel approprié. Bon, je m'arrête là. Lorsque nous observons cet élément, vous convenez avec moi que la réforme hospitalière a foutu le camp. Deuxième chose, je constate également dans l'élément, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas une prise en charge psychologique de ces types de malades. Parce que quand elle arrive, dès qu'elle déclare dès qu'elle déclare ses symptômes, tout le personnel soignant fuit d'abord, on l'abandonne et on revient pulvériser à l'eau de Javel, l'espace dans lequel elle se trouve. Et quelques temps plus tard, plusieurs minutes plus tard, on amène, il y a un médecin, je crois que c'est le Tom Beng, je crois qu'on aura l'occasion de le discuter tout à l'heure, qui vient donc l'occulter, le consulter, je dis ça comme ça. Ensuite, on l'amène d'abord se balader dans une ambulance à l'hôpital de la Catini, on le ramène. Donc je pense qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Je m'arrête là pour l'instant. Eric Pupamikaï précise également dans cette vidéo que, après s'être soigné, il faut le dire comme ça, hein, avec ses moyens de bord, quelques temps plus tard, peut-être 2 semaines après, on l'appelle pour lui dire qu'on veut la tester au Covid-19. C'est pas une chose un peu paradoxale? Non, ça peut paraître paradoxal, d'ailleurs ça l'est, effectivement. Je pense quand même que il faut qu'on resitue un peu le contexte de cette histoire. Nous sommes le 23 mars. Et à peu près 5 jours après la fermeture des frontières et puis le fait que le Cameroun prend encore le combat contre cette guerre biologique qu'on appelle le Covid-19. On peut le comprendre que ça balbutie encore. Les images venant de l'Occident ne sont pas les plus reluisantes. Le personnel médical qui est à la première ligne en Europe tombe. Ne connaît pas encore tous les symptômes. Les échos reviennent à leurs confrères sur le continent. Les symptômes ne sont pas encore bien identifiés. Mais là où on peut parler d'un paradoxe, c'est qu'il y a un compatriote, de manière délibérée, qui arrive dans une formation hospitalière et se plaint d'un certain nombre de symptômes. C'est-à-dire des symptômes basiques qui peuvent être une fièvre, comme le dit souvent le professeur Bayebek, pour un rat de la médecine. Forcément, on devrait savoir que c'est une fièvre ou quoi que ce soit. Parce que, quels que soient les cas, les symptômes du Covid-19 ne sont pas encore démocratisés. Et la question qu'on pouvait même poser à cette dame, est-ce que vous avez été en contact avec une personne qui est venue de l'étranger? Ou alors, vous-même, est-ce que vous avez fait un voyage ces derniers jours-ci à l'étranger?
Je pense que est-ce qu'il y avait réellement un matériel pour non, justement, à partir la de cette question, consulter, déclarer qu'elle était... vit dans un immeuble, donc sûrement ça pouvait passer par le poignet de porte. Voilà. La vérité est que ces petites questions-là pouvaient permettre au médecin de remonter son itinéraire, de savoir que ça, ce n'est pas un malade Covid-19, ça peut plutôt présenter les symptômes, peut-être la fièvre typhoïde, puisque les symptômes aussi de la fièvre typhoïde sont presque similaires à celui du Covid-19. Donc, ça pose le problème du manque de professionnalisme dans l'accueil et dans l'écoute du malade. Très tôt, lorsqu'elle s'est présentée, le personnel médical s'est pris de panique et a essayé de pouvoir solutionner le problème à leur niveau, c'est-à-dire à essayer de stigmatiser, de ségrégationner la patiente. Mais également, il y a également un autre problème que la dame relève. Oui. C'est-à-dire, elle s'est présentée devant des professionnels de santé qui ont refusé de la prendre en charge. Elle est On l'a laissée dans une ambulance, pour le préciser d'ailleurs. Voilà. Une fois maintenant, elle dit qu'elle n'a jamais été aussi malade et qu'elle s'est soignée seule. Donc, elle a fait ce qu'on appelle l'automédication. C'est qui est proscrite par les règles de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a quand même affirmé qu'on lui aurait prescrit des médicaments qu'elle a dû acheter. Elle l'a dit dans son... Mais elle dit que les médicaments ont été prescrits par l'un de ses parents qui, certainement, n'est pas... Il y a deux prescriptions. Et dans sa vidéo, elle parle de deux prescriptions. La première prescription, elle est faite à l'hôpital, la Kentini. Et s'il s'agit de Fervex, c'est quelque chose d'autre. Maintenant, la deuxième prescription est faite par sa parente. Voilà. Donc là, ça pose le problème, comme vous parlez tout à l'heure, c'est un problème paradoxal. C'est-à-dire, volontairement, elle s'est présentée devant une formation hospitalière pour avoir l'expertise de ceux-là qui ont été formés pour la question. Puisqu'elle sait pertinemment qu'elle n'est pas médecin, voilà. Elle ne connaît absolument rien là-dedans. Elle attendait des réponses. Au contraire, elle n'en a pas eu. Et il a fallu qu'elle essaye de sauver sa vie. En fait, moi, je ne peux pas tirer sur le corps médical dans ce cas-ci. Je peux prendre ça sous le coup du fait que le corps médical, à la date du 23 mars, a été encore paniqué. C'est-à-dire, n'avait pas encore pris la mesure de la chose, comment circonscrire la maladie. Mais cette dame ne présentait en réalité pas les symptômes de Covid-19. Peut-on réellement dire que cette dame n'était pas réellement atteinte du Covid-19, messieurs? Puisqu'actuellement, elle dit 2 semaines après, on l'appelle, et puis elle est guérie. Ça veut dire que si elle avait présenté les symptômes du Covid-19, cette fortement, elle le dit. Tout son environnement devrait être... Elle précise quand même que son mari également avait été atteint. Non, elle précise même d'ailleurs que sa maman a été mise en quarantaine, entre guillemets, parce qu'elle était atteinte de Covid-19. Donc ça veut donc dire que... Elle était soupçonnée, elle n'était pas atteinte. Il faut bien préciser. Non, c'est ce qu'elle dit dans sa vidéo. Sa mère a été chassée de l'hôpital de Tergal. Chassée de l'hôpital. Chassée. Non, sous prétexte que... ça a une quatorzaine, juste pour essayer de mettre quand même les uns et les autres en quarantaine. A été chassée de l'hôpital. Ce sont ces termes, hein, selon, bien sûr, parce que sa fille serait atteinte du Covid-19. Pas la maman. Et que c'est la maman qui lui a donné les indications de venir à l'hôpital Tergal, parce qu'elle travaille à l'hôpital Tergal. Donc, vous comprenez qu'en réalité, le directeur général de l'hôpital de Tergal a sûrement donné des consignes fermes qu'il ne veut pas sentir un malade de Covid-19 chez lui. Parce que quand vous regardez le processus, quand vous regardez tous les éléments et les antécédents, vous comprenez un peu, suivez mon regard, nous avons traité de ce dossier, donc vous comprenez qu'en réalité, on a déjà Tergal, l'hôpital de Nilon Tergal ne veut pas avoir affaire à Covid-19. Donc les consignes ont été données dans ce sens-là qu'il faut éviter cela parce que vous savez ce que ça a causé à l'hôpital de Lorbaba. Donc ça assèche immédiatement l'hôpital parce que les autres malades vont paniquer. Donc vous comprenez qu'en réalité, c'est pour ça que j'ai parlé. Est-ce qu'on est encore justement dans l'humanisation de l'hôpital? Et je crois, c'est Albert Anatole ici qui a commencé à parler, qui a donné justement, qui a défini le projet du chef de l'État par rapport aux hôpitaux, par rapport à la santé publique. L'humanisation des soins. L'humanisation des soins. Est-ce qu'on est encore dans cette logique-là quand, même si cette femme n'est même pas atteinte de Covid-19, est-ce que c'est comme ça qu'on traite un patient ou bien quelqu'un qui vient pour les soins de santé? Non. Je pense qu'il faut encore revoir cette situation. Et connaissant bien l'homme qui est à la tête de cet hôpital, à la manœuvre, vous pouvez comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
on aura le temps de suivre peut-être la Messieurs, réaction. justement, pour essayer de prendre le pouls des événements et que vous puissiez avoir justement pas mal d'argumentaires, nous allons écouter d'ailleurs le professeur Essomba Jean-Noël. Rappelons d'ailleurs qu'il est professeur de santé publique et surtout épidémiologiste. On l'écoute dans cet élément. Ils sont toujours mis à nu, même lorsque nous pensons avoir fait notre devoir avec professionnalisme. Que s'est-il passé concernant le cas de Dame Bandolo? Parce qu'il faut la nommer. Cette dame est arrivée dans notre formation sanitaire le 23 mars dernier. Elle a été reçue aux urgences, d'abord par le personnel paramédical, comme cela se fait de façon classique, qui est appelé à prendre les paramètres d'un arrivant, et ensuite par le docteur Mbengue, qui l'a évalué et qui a mis en évidence un certain nombre de signes cliniques faisant évoquer un Covid-19. Et selon la procédure que nous avons mis en place dans notre formation sanitaire, et d'ailleurs, ce n'est pas que dans notre formation sanitaire, je voudrais vous rappeler que nous sommes autour du 23 mars et que la politique, l'organisation de la riposte au coronavirus se met en place sur l'ensemble du territoire national. Et à ce moment-là, l'hôpital Akintini est l'hôpital de référence dans la prise en charge du Covid-19. Et l'organisation mise en place demande à toutes les formations sanitaires dans lesquelles un patient est suspect de Covid-19, n'est-ce pas, d'être transféré vers l'hôpital Akintini. Dans notre formation sanitaire, et pour le cas de cette dame en particulier, elle a été accompagnée à l'hôpital Akintini selon les normes, dans une ambulance médicalisée, avec une équipe conduite par un médecin, celui qu'elle a examiné aux urgences, le docteur Mbengue. À l'hôpital Akintini, cette patiente a été réévaluée par le docteur Mokolo, réanimateur de l'hôpital Akintini, qui a, et a raison, trouvé qu'elle ne présentait pas des signes majeurs pour une hospitalisation, compte tenu du contexte et compte tenu de la sollicitation de l'hôpital Akintini. Dans notre esprit de solidarité, mes collaborateurs ont décidé de l'accompagner à son domicile avec notre ambulance, non sans avoir pris son contact, non sans lui avoir prescrit les mesures barrières, non sans lui avoir prescrit les mesures d'hygiène à respecter. Et nous lui avons promis qu'une fois le 15-10 contacté, on lui enverrait une équipe pour son prélèvement afin de pouvoir diagnostiquer, mettre en évidence ce Covid-19. Donc nous ne sommes qu'en termes de présomption à ce moment-là. Mais je pense que la suite des événements donnera raison au docteur Mokolo, parce qu'elle-même le dit dans sa publication. Quelques jours après, et jusqu'aujourd'hui, elle se sent bien. Il faudrait dire que dans les mesures mises en place dans toutes les formations sanitaires dans le monde, lorsque le personnel est en contact avec une personne suspecte de Covid-19, ce personnel est mis en quarantaine, pour être plus précis, est mis en quatorzaine. Et c'est ce qui a été le cas. Non seulement pour tout le personnel des urgences, y compris le docteur Mbengue, qui a reçu ce personnel, qui a reçu cette dame, mais aussi pour sa mère qui est en contact avec elle. Elle a été mise en quatorzaine. Et nous avons eu d'ailleurs plusieurs malades suspectés et pour lesquels le personnel qui a été en contact avec ces malades a été mis en quarantaine. Donc ce n'est pas un cas particulier pour cette patiente. La quatorzaine
du personnel ayant reçu Dame Bandolo s'achève lundi dans 3 jours. Et selon les mesures que nous avons mises en place, nous nous sommes donc décidés de dépister tout ce personnel hier, vendredi. Et entre-temps, nous avons d'ailleurs appris que cette dame avait sa mère qui travaillait dans notre formation sanitaire, ainsi que sa jeune sœur. Parce qu'au moment de sa conduite à l'hôpital à Quintini et chez elle, nous ne savions même pas encore qu'elle était une parente de notre collaboratrice. Et nous avons donc profité de ce que tout le personnel devait se faire tester pour la faire profiter de ce test. C'est la raison pour laquelle elle a été contactée par nos collaborateurs pour qu'elle vienne bénéficier de ces dépistages gratuits. Mes chers amis, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à une organisation comme celle-là? Pourquoi est-ce qu'au moment où nous devons nous concentrer sur ce qu'il y a de plus sérieux, pourquoi est-ce qu'au moment où nous devons encourager le corps médical, parce que nous sommes des êtres vivants, d'ailleurs, nous avons un collaborateur qui est décédé, dont nous pouvons aussi mourir, mais encouragé par tous les efforts qui sont mis en place par le gouvernement, encouragé par si vous voulez, toutes les félicitations qui viennent de la part du ministre de la Santé. Nous faisons notre travail avec engagement. Pourquoi à ce moment, une de nos compatriotes peut se permettre de poster des choses aussi absurdes qui ne sont de nature qu'à décourager ce personnel aussi engagé? Je voudrais vous dire, par ailleurs, que sa maman qui travaille dans notre formation sanitaire a été appelée à faire valoir ses droits à la retraite le 18 décembre 2018. Mais est venue solliciter de la part de la direction un petit prolongement lui permettant de pouvoir s'organiser, ce que nous avons accepté, et elle travaille avec nous jusqu'aujourd'hui. En bolus, nous avons recruté sa fille, la jeune sœur de la dame qui a posté cette vidéo, pour permettre à cette famille de pouvoir joindre les deux bouts. Alors, nous ne comprenons pas. Est-ce que c'est un problème, un règlement de compte entre cette dame et sa famille? Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'elle trouve bon d'exposer notre formation sanitaire où les choses sont, ou alors essayent d'être faites de façon professionnelle? C'est des questions que nous nous posons. Mais toutefois, pour ce qui concerne cette dame Bandolo, nous l'engageons à refaire une autre vidéo à travers laquelle elle présentera ses excuses à tout le corps médical, au ministre de la Santé publique en premier et à notre formation sanitaire. Sinon, nous nous réservons pour cette fois le droit de saisir les instances judiciaires. Je vous remercie, chers compatriotes, mais rassurez-vous, nous gardons notre calme, nous continuerons avec notre professionnalisme pour que, ensemble, nous puissions mettre fin à cette pandémie qui fait des dégâts à travers le monde. Et je ne saurais terminer cette vidéo sans vous rappeler, mes chers compatriotes. Du district de Nilon-Tergal, votre réaction, monsieur, je commence avec, il faut le dire comme ça, hein, André Kisselfanga. Okay. Je crois qu'on vient de suivre là quelqu'un qui a du mal à réparer son tort. Oui. Quelqu'un qui a du mal à mentir même, parce que vous ne pouvez pas connaître la dame, connaître ses parentés, connaître même la date de mise en retraite de la maman de cette dame qui se plaint. Nathalie Bandolo, et dire que non, vraiment, c'est l'autre jour que vous avez même appris que... Donc, attendez, soyons sérieux. Nous pensons aujourd'hui que le professeur Noël Somba peut avoir raison dès le départ en disant il y avait encore un vent de panique parce que nous sommes là au 23 mars. Au 23 mars, oui. Donc, il n'y avait pas encore toutes les mesures, la garantie. Personne n'était serein. Oui. Parce que la pandémie vraiment était au top.
et chacun paniquait. Là, on peut comprendre. Et je crois que c'est à partir de là qu'il devait se faire son mea culpa en disant vraiment, nous nous excusons parce il profère plutôt des menaces. Il profère plutôt des menaces à l'endroit de quelqu'un, d'une dame, parce que en réalité, il doit connaître bien cette famille. Parce que s'il dit déjà que la petite sœur de la dame travaille justement dans son... recrutée par pitié. Vous imaginez un peu quelqu'un qui dit qu'on a recruté par pitié. Parce que pour joindre les deux bouts, la famille le terme utilisé. Les deux bouts, ça veut dire que c'est par pitié. Donc ce n'est plus par compétence ni par besoin de service, mais c'est par pitié. À un moment donné, on a l'impression que le professeur Noël Essomba a besoin de ridiculiser carrément la famille de madame. Bien sûr, de madame Bandolo, exactement. Parce qu'il a envie de démontrer que non, c'est un humaniste. Alors qu'en réalité, dès le départ, il a déjà fauté. Parce que tout le processus raconté par la dame aujourd'hui, il raconte le même processus, mais il ne dit pas véritablement que maintenant, c'est parce que justement, quand même, en cas de cas suspect, on te met d'abord, lui-même à parler de 14e. Si on a pu mettre le personnel qui était en contact avec cette dame, en quatorzaine, combien de fois même la porteuse, même soi-disant du Covid-19. Donc vous comprenez qu'il y a incongruité dans toutes ces déclarations-là. Donc il faut que vraiment le professeur Noël Essomba se taise. Parce que à ce niveau-ci, on ne doit pas attirer, on ne doit pas proférer des menaces. Parce que je vous ai dit dès le départ, ce monsieur est à l'auteur de beaucoup de scandales. Vous comprenez un peu? L'hôpital de Lorbaba est encore sa victime la plus récente. Vous comprenez? Je parle bien de victime la plus récente parce que c'est lui qui est devenu, et d'abord Albert Anatole il le disait, je crois, la semaine passée ici, où quelqu'un est devenu facteur immédiatement, grand professeur de son état, est devenu facteur, portant lui-même la note de réquisition, de fermeture de l'hôpital, ou bien de réquisition de l'hôpital de Lorbaba comme hôpital réquisitionné pour le Covid-19. Donc, vous imaginez un peu. Pendant que lui chasse les pendant que lui-même, dans sa posture aujourd'hui, ne veut même pas entendre parler de malades de Covid-19 dans son propre établissement hospitalier. Donc, et il a mis le personnel et il en a profité pour mettre tout l'hôpital Tegal, laissant l'objet principal, parce que quand même, soyons sérieux, l'objet principal qui permet de mettre les 20 infirmiers, médecins, docteur Bengue et tout le reste en quarantaine, en quatorzaine, c'est justement madame Nathalie Bandolo. Elle-même, vous l'avez abandonnée, vous la jouez dans la nature, donc vous comprenez que ce n'est pas du tout sérieux. Vraiment pas sérieux. Je vais me tourner vers vous, docteur Béni-Chris Kézé. On a quand même l'impression que dans les propos du professeur Noël Essomba, il y a, il faut le dire, quelques petits couacs, il faut le dire comme ça. Oui, beaucoup de contradictions de communication et qui me permet d'ailleurs de faire une ouverture sur les mondes. Et je vais chuter donc par là. Et déjà, vous sentez, à partir des propos même du professeur, qu'il y a un manque de maîtrise des symptômes véritablement identifiant les Covid-19. Cela part du fait que lorsque la pandémie éclate en Chine, l'information que nous avons est une information de médias. Parce qu'en réalité, selon un haut officier du service de renseignement chinois qui fait un post là-dessus et qui éclaire la lanterne de l'humanité, déclare que le Covid, au début, c'est un agent pathogène qui a été, n'est-ce pas, testé dans le but de freiner les soulèvements de Hong Kong. C'est-à-dire, l'agent pathogène qui a été libéré ces jours-là, l'a été par mégarde. Ce n'était pas un fait sciemment qu'on voulait vraiment rendre les gens malades. C'était un transfert entre un grand médecin qui était en charge de la production de cet agent pathogène et le membre de la CIA tout près du marché d'animaux de Wuhan. Donc, il confirme que cette pandémie n'est pas partie par la contamination d'animal à homme. C'est quelque chose qui a été créé dans les laboratoires dans le but d'accroître les contrôles de masse. Et la mauvaise gestion a fait que l'agent pathogène a été libéré. Et ils l'ont donc nommé coronavirus pour transmettre l'information, n'est-ce pas, biaiser les pistes de l'origine de la maladie afin de dire aux gens que c'est un agent grippal qui s'est libéré, etc. Mais en réalité, c'était autre chose au départ qu'on a nommé 2019 nCoV. C'est ça le vrai nom de l'agent premier. Donc voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, même en France, même aux États-Unis, même dans l'Union européenne, partout dans le monde, ils ont du mal. Parce que
la vraie source de la chose n'est pas celle qui est présentée après. Et donc, partout, ils ont des difficultés pour gérer cette chose-là. Et donc là, je réchute dans le cas du professeur Essomba pour dire qu'effectivement, dès le début, en tant que corps enseignant, corps médical, il devait savoir qu'il n'y avait pas encore des pathologies assez identifiables. Il l'a dit lui-même. Ça, c'est clair. Donc, de cette euphorie est partie, n'est-ce pas, la volonté de vouloir amener le cas vers le centre qui possédait déjà les outils. Mais la mauvaise communication vient d'où? La mauvaise communication vient du fait que le professeur Zomba s'est contredit amèrement sur des faits. D'abord, partant de la déontologie, le fait qu'il soit en charge de cette pandémie, n'est-ce pas? Parce que nous avons des preuves que c'est lui qui a porté la lettre, le disait encore Fanga ici, la lettre, n'est-ce pas, de la réperquisition de cette époque encore, l'hôpital. il était encore le coordonnateur, il faut le dire, dans le littoral du Covid-19. Effectivement. Donc, occupant cette fonction, n'est-ce pas, cette charge, il sait professeur de santé publique et épidémiologue, donc forcément il devait avoir pas mal d'éléments. Il devait avoir non seulement des éléments, mais un comportement adéquat pour encadrer des cas qui se présentent à lui. Et je pense qu'il devait être informé par les personnels de l'hôpital, dont il est le directeur, qui avait un cas suspect à leur portée. Et donc, les comportements qui étaient, n'est-ce pas, professionnels seraient, si on pouvait l'amener à la Kentini, puisqu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, les dispositifs adéquats, les matériels qu'il faut pour traiter ce cas. Mais le fait de l'abandonner dans la nature après, ça, c'est peu professionnel. Ça, c'est d'un. De deux, dire qu'on a mis à quatorzaine ceux qui ont été en contact avec, n'est-ce pas, ces cas, dès lors que la personne précise que sa maman a été chassée de l'hôpital. C'est aussi une autre contradiction. Et en troisième lieu, sur le plan moral, dit qu'on les a aidés à joindre le 2 bouts du mois, c'est un peu témoigner du mépris. Et ça encore, c'est un défaut de déontologie. Et enfin, ça prête à être un mensonge lorsqu'on cite encore les noms du ministre, lorsqu'on sait, selon nos informations et les recherches que nous avons menées sur le terrain, que même le ministre ne serait pas au courant de la prise des décisions concernant la répercussion d'un certain nombre de centres de santé qui sont concurrents à l'installation dont il est le chef. Donc ce genre de communication ternit plus encore son image. Jusqu'à preuve de contraire, ce genre de communication ternisse toujours l'image même de la santé publique au Cameroun. Albert Anatole, ici, je retiens quelques mots de la part du professeur Essomba, faisant allusion au Covid-19. Il reprend également le mot 23 mars dernier. Il présentait pas de signe de Covid-19. Malheureusement, s'il ne présentait pas de signe de Covid-19, pourquoi est-ce que le personnel a été mis en quarantaine? On nous précise d'ailleurs avec le professeur Essomba que ce lundi est le 14e jour. Je voudrais indiquer trois choses. Rapidement, la première, c'est quoi? C'est que, je prends dans ces propos, que la patiente Nathalie Bandou ne présentait pas des signes majeurs de Covid-19. Je sais qu'il ne présentait pas de signes majeurs de Covid-19. Qui nécessitait une hospitalisation. Soit, admettons que c'était le cas. Admettons également que, puisque la dame était quand même mal en point, est-ce que le circuit de cette malade devait être son domicile, hôpital Tergal, la Quintine et la Quintine le chez elle? Non. Elle devait être retenue. Non, du tout. En tant que patient. Non, en tant que personnel soignant, le circuit de cette dame, ça devait être l'hôpital la Quintine, du Tergal. Et non la maison. Voilà. Sérieux. Deuxième chose, il décide donc, quelques jours plus tard, pas immédiatement, de mettre en quarantaine tout son personnel qui a été en contact avec cette patiente, y compris sa parente. On oublie donc l'entourage au quartier. Si ce n'est pas de l'incompétence, c'est une négligence médicale pas possible. C'est clair. Troisième chose, eh bien, tout à l'heure, je parlais de la réforme hospitalière qui mettait en relief l'humanisation des soins dans les centres de santé et surtout la formation du personnel, du personnel de santé. Je constate malheureusement dans la chute de la communication de M. Sambo, qui est prétentieux. Il y a trop de prétention dans son propos.
lorsqu'il demande à un patient qui est en droit Et se de se plaindre. plaindre elle a fait l'objet d'une négligence médicale, d'une stigmatisation, c'est qu'un personnel de santé qui est de surcroît directeur d'un hôpital comme L'hôpital du Tergal, Nord, Tergal. trouve à dire à un patient qui a besoin d'une prise en charge psychologique, c'est de lui faire une autre vidéo pour se dire, elle de le faire, elle sera passive de poursuite judiciaire. Je vous rappelle également, hein, si on pourra également la voir, hein, Madame Nathalie Bandolo précise d'ailleurs dans une autre vidéo qu'elle a eu d'ailleurs quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire tout simplement de faire une nouvelle vidéo. David Ebouto. Alors, David Ebouto pour Il faut le s'excuser. citer parce que Voilà. c'est les grands criminels aujourd'hui de Pour- notre communication il faut au préciser Cameroun, d'ailleurs hein. pour- Les grands criminels, je précise bien, de Oui, notre laissez-moi communication au terminer. Cameroun. Je viens à vous, hein, et pour dire d'ailleurs, hein, il faut le dire comme ça, s'excuser d'ailleurs auprès du directeur général, en fait, du directeur de l'hôpital de Nilon, Tergal. Autre chose également, se filmer, il faut le dire comme ça, avec le lui. DG. Mais comment vous allez vous filmer avec quelqu'un Avec lui. qui présente des symptômes alors que votre personnel médical est Madame à Nathalie 14 Bandolo précise haut et fort qu'elle a refusé catégoriquement de faire cela. alors pour chuter Steve Jocelyn, je pense que hier je vous le disais que la pandémie du Covid-19 va justement faire tomber le masque. Ça va faire tomber les caches-sexes pour ceux-là qui sont incompétents. Ça, il faut le dire comme ça. Mais dans l'optique d'une prise en charge réelle, puisque nous ne sommes pas là pour décourager le personnel compétent, le personnel de santé qui est compétent, qui se sacrifie chaque jour dans le cadre de cette pandémie. Mais il faut quand même qu'on applique, que l'ISC soit véritablement pratiqué dans les hôpitaux. C'est-à-dire l'information, l'éducation et la communication. D'abord, vis-à-vis, n'est-ce pas, des populations, et ensuite vis-à-vis même du personnel soignant. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme une sorte de tâtonnement. Oui. Parce que nous savons comment ça fonctionne dans un hôpital. Présentez-vous maintenant dans un hôpital pour peut-être un palu. Je pense que je ne suis pas certain qu'on va vous laisser ressortir sans vous hospitaliser. Pas du tout. Alors cette façon cavalière dont le cas Naté Bandol a été géré peut être équivoque. Je vais me tourner vers Eric Pépin Bikaï pour rappeler d'ailleurs à nos téléspectateurs que jusqu'à hier à 20h, j'étais encore avec les confrères. On nous avons appelé d'ailleurs Madame Nathalie Bandolo. Elle nous faisait savoir qu'elle devait être là ce matin dans cette édition de DBS Matin. Aux alentours de 22h, elle nous appelle pour nous faire comprendre qu'elle ne pourra pas être là parce qu'elle subit des menaces. Eric Pépin Bikaï. Non, c'est normal dans ce contexte parce qu'il y a deux vidéos qui deviennent virales et qui sont contradictoires. Et c'est également l'occasion de confirmer que la communication du professeur Somba est assez hasardeuse et mal en point. Soit le professeur Somba ne maîtrise pas les circuits de fonctionnement de son hôpital, soit il ne maîtriserait pas une communication publique. C'est une communication de crise pour ce qui est de ce cas. Madame Bandolo affirme être arrivée à l'hôpital Tergal, et là on confirme qu'elle a ses habitudes dans cette formation hospitalière, et qu'elle s'est présentée au laboratoire, croyant que c'est au laboratoire que se passeraient les tests du Covid-19. Le professeur Somba affirme que Madame Bandolo est arrivée dans sa formation hospitalière et a été accueillie aux urgences sous les bons soins du docteur Mbengue. Mbengue, c'est ça, non? Mbengue. Voilà déjà une contradiction Oui. en termes de présentation des faits. Mais quel qu'en soit le cas dans ce type de scandale, la première personne à communiquer présente souvent les éléments vrais et réels présente souvent les éléments réels de la situation. Ça veut dire que Mme Bandolo n'est jamais passée par les urgences. Elle est passée au laboratoire et elle s'est rendue compte que ce n'est pas là-bas qu'on faisait le test Covid-19. Peut-être elle serait revenue vers les services de Dr Mbengue, peut-être qui était aux urgences, pour présenter les symptômes. Ça, c'est d'un de deux. Il n'est pas indiqué dans ce type de scandale qu'on passe ça aux menaces. Parce qu'il est question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Peut-être ça peut servir... Menace d'ailleurs envers un patient, hein, voilà. qui a son droit d'avoir d'ailleurs, il faut préciser, hein, il faut le dire, la santé. Voilà. Peut-être cela peut servir de jurisprudence pour l'ensemble du personnel réparti sur le territoire national. Voyez-vous. Oui. Mais il faut dire, et à écouter le professeur Somba, professeur Somba est dans une communication hasardeuse. Et ça n'a pas lieu d'être qu'un homme de sa trame
de son niveau intellectuel, de sa responsabilité dans la société, tienne ce type et surtout de sa responsabilité au sein d'un hôpital, il faut le dire, qui accueille d'ailleurs des Camerounais. Et là, on dit, je peux dire sans embâche que M. professeur Somba ne maîtrise pas la communication de cette situation. Jusqu'à preuve du contraire, on parle de négligence même médicale. Je vais juste un petit mot à côté de ça. Il affirme dans sa communication qu'il ne connaissait pas que Dame Bandolo avait une parente dans sa formation hospitalière. Mais plus tard, il crache sur le venin en disant que non, la parente de Dame Bandolo dans la formation hospitalière aurait dû... sa retraite, voilà, il y a 2 ans. Oui, après sa retraite le 18 décembre 2018. Et qu'elle est revenue supplier pour avoir une place pour pouvoir joindre les deux. Et puis pire, c'est que... Et qu'au-delà de ça, on a même pris la jeune sœur de Madame Nathalie Bandolo. Donc ça veut dire que professeur Somba... Allez savoir ce qui se passe en ça. Professeur, Monsieur, permettez-moi. Professeur Somba connaît très bien la famille de Dame Bandolo et est dans une mission suicide de mensonge. Il doit avoir une relation très proche entre la famille Bandolo et le professeur Somba. Et il est dans une communication de mensonges pour créer la diversion. Messieurs, nous allons reprendre une autre vidéo de Madame Nathalie Bandolo pour répondre justement au professeur Essomba Jean-Noël pour lui faire comprendre tout simplement qu'elle ne va pas s'excuser. Chers internautes, il y a un influenceur qui m'a appelé ce matin, M. David Eboutou. Il m'a dit que j'aille voir le directeur, que je demande les excuses au directeur. Je me filme avec le directeur, chose que j'ai refusée. J'ai dit à M. David que je n'ai rien fait de mal et je n'ai rien dit de mal. J'ai juste donné mon ressenti. Et j'ai dit à M. David que je ne le voulais pas. En passant, il me fait comprendre que le pays est dangereux, quelque chose peut m'arriver, n'importe comment, donc il faut que le problème là finisse parce que lui veut seulement que le problème se tait. J'ai dit à M. David que je ne peux pas le faire. Allez demander les excuses à M. le directeur. C'est comme si j'avais menti. Et Dieu m'est témoin, je n'ai pas menti. Eux, ils ont les relations, les minorités comme nous n'avons que Facebook pour nous plaindre. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo. Et je n'ai rien dit. Je n'ai ni ajouté, ni menti par rapport aux événements qui se sont passés ce jour-là. Je ne peux pas aller demander les excuses au directeur. J'ai fait part de ça à mon grand frère. Et mon grand frère a appelé M. David de la France. M. David lui a tellement mal parlé au téléphone parce que mon grand frère lui demande que pourquoi est-ce qu'il peut me demander d'aller me prosterner devant le directeur. M. David lui a insulté et raccroché au nez en lui traitant de tous les noms. Quand il m'appelle, M. David revient maintenant vers moi. Il commence à m'insulter. Je lui dis que j'ai vraiment, M. David, et j'ai le message, mes chers amis, j'ai le message. Je lui dis que M. David, j'ai cru que vraiment vous me comprenez. C'est pour cela que vous avez publié la photo. J'ai cru que vous étiez la voix des minorités. Vous n'avez même pas essayé de savoir ce que je ressentais. M. David n'a même pas voulu comprendre. Il a commencé à m'insulter, mon grand frère et moi. Ok, moi je lui aussi insulté, traité de corrompu et de mangeur de sacrifice. Il s'est mis en colère, il est parti sur sa page Facebook pour poster. J'ai une chose à dire, Monsieur le ministre, si j'ai fait mon post, c'était pour mon ressenti. Je n'ai aucun profit. J'ai refusé de me taire cette fois-ci. Je n'ai pas menti. Je n'ai rien à profiter. Je reçois les menaces à gauche et à droite. Monsieur David Eboutou menace de me porter plainte.
Encore suivi, là encore c'est une autre réponse au professeur Noël Essomba. Cette fois-ci c'est David Eboutou qui appelle madame Nathalie Bandolo pour lui demander de s'excuser auprès du directeur de l'hôpital Nilon Tergal, à la personne du professeur Essomba Jean-Noël. Et jusqu'à preuve de contraire, elle a dit non. Il fallait également aller là-bas se prosterner, lui demander pardon et se filmer avec ce dernier. D'ailleurs le professeur Essomba, vous l'avez suivi, demandait tout simplement qu'il s'excuse auprès du ministre camerounais de la santé publique à la personne Malachi Manaouda, que nous savons très intègre et qui le d'ailleurs tous les jours pour la santé des Camerounais. Je vais me tourner vers Albert Anatola ici. Rapidement, messieurs, parce que je sors de là. Non, ça va être très rapide. Je vous dis deux choses. Oui. Là, nous sommes là en plein cœur du jeu de massacre du club des malfaiteurs de la République. Et c'est scandaleux. Et j'ose croire que les personnes, les autorités qui nous gouvernent vont tirer les conséquences de droit. Et j'espère qu'ils nous écoutent ce matin, parce qu'elle disait d'ailleurs que la minorité c'est Facebook. Mais la minorité ce n'est pas seulement Facebook. J'ose croire que cette dame on va assurer la protection qu'il faut à cette dame. Parce que ce soit David Eboutou, que ce soit monsieur Essomba, c'est des personnages qui ont une réputation très sulfureuse. La deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est que j'ai le sentiment que dans ce pays, lorsque vous avez raison, vous devenez la cible. Je pense que c'est très dangereux lorsque on donne des postes de responsabilité, c'est-à-dire vous avez des gens qui ont des postes de pouvoir, non pas pour servir la population, mais pour la maltraiter et surtout pour en faire des parias. Ça, c'est inacceptable. Donc, je pense, et pour terminer, allons-y. Pour terminer, je vous dis une chose. Il est urgent qu'on change, qu'on enlève monsieur Essomba de là où il se trouve. Non, monsieur, c'est pas à vous de prendre en tout cas cette décision. Eric Pépin Bikaï, jusqu'à preuve de contraire, cette dame nous fait savoir qu'on lui a dit que le pays est dangereux, que quelque chose peut lui arriver n'importe quand, n'importe comment. Non. Et on va pas quand même dire que le Cameroun est un pays dangereux. Ça, ce sont les menaces de quartier, des quartiers. Je pense que Mme Bandolo a le droit de se plaindre. À défaut d'aller voir les juridictions compétentes, elle a lancé un cri d'alarme à l'ensemble de ses concitoyens, les présentant une situation. Ça peut être un cri d'alarme dans l'optique de servir de pédagogie dans le cadre de la prise en charge de cette maladie. Oui. Et à côté de ça, je ne pense pas que ce qu'elle présente comme fait est même de nature à émeuter toute la République. Mais ça peut aussi être une approche de montrer aux yeux du monde le caractère inhumain d'un certain nombre de responsables, notamment dans le corps médical, qui devraient être dans une approche humaniste, mais qui sont des acteurs de la déshumanisation du milieu médical. Dame Bandolo, pour moi, n'a pas d'excuse à demander à qui que ce soit, et ne devrait prioritairement pas recevoir des menaces. Il s'agit d'une aventure malheureuse qui s'est terminée forcément heureuse pour elle parce qu'elle n'est pas malade. Elle a guéri, faut le dire selon comme sa ça. déclaration. Selon sa déclaration, jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas encore. Elle n'est pas malade Covid-19. Est-ce qu'on peut s'en tenir à ça? Je pense qu'on devrait s'en tenir à ça et que les responsables devraient tirer les conséquences. Mais M. Somba tente un peu ou alors veut de manière insigneuse y introduire l'autorité du ministre de la Santé dans cette histoire de quartier. Il y a pas mal de personnes qui lui viennent en aide, comme on pouvait dire qu'il faut sauver absolument le soldat et Somba. Le soldat et Somba. Il n'a pas à introduire le ministre de la Santé dans ce débat de quartier. Parce qu'il s'agissait d'une responsabilité qui incombait le patient Bandolo à l'hôpital du district de Tergal qui est sous la responsabilité de M. Essomba. C'est à lui de tirer les conclusions et de pouvoir solutionner comme un gentleman à ce problème. Qu'il arrête un peu de faire un gentleman ne menace pas sa patiente, hein. Surtout une belle dame comme Madame Bandolo. Qu'il arrête un peu de pouvoir avoir des renforts par-ci, des renforts par-là. Ça ne permet pas de pouvoir résoudre le problème. Dame Bandolo est fondée dans sa réclamation. C'est un patient qui a été abusé, c'est un patient qui n'a pas été écouté, c'est un patient qui n'a pas bénéficié d'un accompagnement psychologique en période de détresse.
Docteur Béni Christ Kiézé, jusqu'à preuve de contraire, pendant que d'autres travaillent pour l'humanisation justement des soins de santé dans les hôpitaux, d'autres par contre font le contraire. Bon, je suis même surpris d'entendre encore les noms de notre collègue, confrère Eboutou. Moi, je le savais, un homme réconciliant, puisque j'ai vu un certain nombre de cas qu'il a quand même co-gérés, qui ont abouti à des solutions. Honnêtement, il faut quand même pas victimiser un cas qui est déjà scandaleux. Il faut être comme au juste milieu, et c'est ça. Donc, si cette dame de bonne foi, je crois à ses propos, affirme avoir été appelée par David Eboutou, ça a été le cas. Et elle cite encore les noms de son grand frère qui est intervenu. Tu vois, la femme est toujours fragile. Donc, ça veut dire que les propos ont dû être violents pour qu'elle puisse faire appel à son grand frère qui est en France, pour l'informer donc des menaces. De la situation et des menaces qu'elle subit. Je pense que nous devons être républicains, même dans notre manière d'aborder des problèmes qui sont mineurs. D'autres problèmes surviennent juste pour nous enseigner, juste pour nous permettre d'améliorer nos méthodes. Et je pense que ces cas de figure devaient servir aussi bien au professeur Essomba qu'à tout le personnel qui gère la gestion, n'est-ce pas, de Covid-19 dans les territoires nationaux. André Kisselfanga, votre mot de fin sur cette histoire d'ailleurs de Madame Nathalie Bandolé, sans oublier bien sûr l'hôpital de district de Nilon-Tergal. Vous voyez qu'une bande de charognards se déverse sur un malade de Covid-19. Quand je parle de bande de charognards, je parle de David Eboutou, je parle de Noël Essomba qui s'acharne sur une dame qui se plaint simplement parce qu'elle n'a pas eu les soins de qualité, les soins qu'elle voulait. Les soins de santé, simplement. Et un processus normal. Donc nous pensons aujourd'hui que les influenceurs, entre guillemets, qui sont au service de la mafia, vraiment commencent à être débusqués parce que nous voyons aujourd'hui que ce que les menaces proférées par quelqu'un, mais David Eboutou représente quoi dans une société comme la nôtre aujourd'hui, qui n'est pas un modèle. Vous comprenez un peu, suivez mon regard, parce que si on va entrer dans plusieurs dossiers, vous allez, et ça coquine avec un grand professeur. Vous comprenez que la mafia est allée à un top niveau parce qu'il faut il faut détruire une dame qui ne fait que dire la vérité. Et comment le professeur Noël Essomba peut inviter à la dame à demander des excuses au ministre de la Santé? Est-ce qu'elle a offensé le ministre de la Santé? Non. Elle s'est plaint de la prise en charge au niveau de l'hôpital de Tergal. Et qui est le directeur général de l'hôpital de Tergal? Professeur Noël Essomba. Un point, un trait. Ça n'a rien à voir avec le ministre de la Santé. Et d'ailleurs, même, nous invitons même le ministre de la Santé maintenant d'ouvrir grand les yeux sur ce professeur-là. Parce que s'il a déjà été limogé une première fois par rapport à la coordination au niveau du littoral, par rapport au Covid-19, ça veut dire qu'il limogeait encore par rapport à l'unité de contrôle du sida. Donc, il a été limogé plusieurs fois à cause des scandales. Donc, vous comprenez que c'est un personnage, et je joins monsieur Albert Anatola ici en disant, vraiment, il faut que ça s'arrête. La saignée doit s'arrêter. Il faut mettre à la place qu'il faut les gens qu'il faut. Il faut reconstituer, il faut humaniser l'hôpital et mettre des gens de bonne moralité. Les personnes de bonne moralité, justement, c'est ce que nous avons besoin à la tête des hôpitaux et sans oublier des centres de santé. Et surtout, il faut le dire comme ça, les hôpitaux de district, il faut le dire, sur le triangle national camerounais. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour ce débat. André Kisselfanga, merci. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse également le Cameroun. Yes. Docteur Béni Christ, merci également d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. Albert Anatola, ici, au plaisir de vous retrouver demain. Écoutez, il y a beaucoup de bandolos Nathalie qui sont dans les quartiers. Je pense qu'à travers ce que nous avons qui a suscité le débat de ce matin, beaucoup d'autres vont sortir du bois pour véritablement avoir le courage. Exposer justement, avoir le courage d'exposer leurs problèmes. Eric Pépin-Bikaï, merci également. Merci, mais je regrette quand même qu'on n'ait pas dit un mot sur le comportement de la Chine. De la Chine vis-à-vis des Africains. C'est un débat que nous allons commencer demain matin. Ne vous inquiétez pas, vous y êtes invités.